Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1€, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, il fait pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Donc, si là, par exemple, allez, je te fais une passe décisive, si on doit noter le charisme du joueur. Franchement, on lui met 10. Comment ne pas mettre 10? Je pense que là, c'est obligé. Je pense que là, c'est obligé. Comment ne pas mettre 10 à l'homme au cigare? Franchement, c'est compliqué de pas mettre 10 à ce mec-là. Non, franchement, Zlatan, c'est un mec qui pue le charisme. C'est le gars qui va qui va te rentrer 2 claques quand tu fais de la merde sur le terrain et te dirait, gros, réveille-toi. C'est le leader, un des leaders, on va dire, les plus charismatiques que j'ai connu, moi, déjà de mon vécu, parce que moi, je suis assez jeune. Mais même en général, c'est un joueur qui est connu pour être un leader, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire. Le mec, tu peux difficilement lui tenir tête. Et des mecs comme ça, c'est pas tous les jours qu'on en voit dans le foot. Non seulement t'as raison, on n'en voit pas souvent dans le foot, mais c'est que, on va dire, à la différence de beaucoup qui ont, on va dire, allez, pour simplifier, qui ont une grande gueule, bah, lui, sur le terrain, le fameux exemple de premier arrivé, dernier parti à l'entraînement, c'est pas des blagues. C'est vrai, c'était véritablement le cas. Et que l'exigence qu'il s'infligeait, il était, on va dire, en droit de demander la même chose de la part de ses coéquipiers. Et alors, il y en a certains que ça a fatigué. Il y en a certains qui n'ont pas suivi le train, mais par exemple au PSG, quand on reprend à cette époque-là, bah il y a tout un tas de joueurs qui étaient entre les deux, et un Matuidi a fait partie de cette génération-là. C'est-à-dire, t'as 2 choix, gars. Soit tu prends le train d'un Zlatan qui s'inflige une vraie dose de professionnalisme, mais qui sait véritablement où est-ce qu'il veut aller. Et si tu suis cet exemple-là, bah regarde, il y a des chances pour que tu fasses une carrière énorme. Soit tu veux rester un peu en dilettante à la Jérémy Ménez. Et puis bah derrière, bah ok, très bien, t'as du talent, c'est très cool. Mais si tu te mets pas cette régularité que pouvait renvoyer Zlatan à chaque entraînement, bah c'est peut-être là que ça a fait la différence. Et pour ça, Zlatan, j'avoue, je défends Suarez, mais en termes de charisme, non, là, c'est pas possible, je peux pas. Il est au-dessus. Moi, en plus, en parlant de charisme, moi, je repense à l'anecdote qu'il a eu avec Maignan quand il était au PSG, là, celle-là, franchement, ça définit exactement l'état d'esprit qu'il a. Honnêtement, c'est fou, mais avec aussi et pareil avec Maignan aussi qui renvoie aussi un truc où il s'est pas laissé démonter. Il s'est pas laissé démonter, mais ça montre bien cette exigence là de Zlatan. Mais même pour un penalty à l'entraînement, il veut pas le rater en fait. Et un taureau à l'entraînement, il veut pas le rater. Et on va dire n'importe quoi qui en a trait à la compétition, au jeu, machin, il ne prend rien à la... Il le fait à fond. Et voilà, c'est ça. Et ça, pour moi, c'est peut-être ce qui a fait que, assez logiquement, il a duré jusqu'à 41 ans. Parce que si t'as pas ça, je pense, tu peux pas durer aussi longtemps. Je pense qu'au bout d'un moment, ton esprit finit par lâcher un peu, tu finis par te disperser. Et lui, vraiment, je le voyais jusqu'à la dernière saison au Milan. À 40 ans, il était encore au taquet, encore à se donner. Et quand c'est ça. Et là, c'est vrai que Suarez sur ce point-là, ok, c'est un joueur important. Et je pense que si on va sur l'importance dans l'équipe, je pense que là, par contre, il a son mot à dire. Par contre, sur le charisme, non, là, je peux pas. Comme tu l'as dit, l'homme au cigare, il est pas possible à contrer. C'est pas possible de le contrer. Après, pour la défense de Suarez, si on prend sa période Barça, on va dire, c'est plus compliqué de s'imposer en tant que leader quand t'es entouré d'un trio d'attaque avec Messi et Neymar, qui sont certes pas connus pour être des Zlatan, mais t'as, on va dire, des égos et des talents qui sont un peu similaires aux tiens, alors que Zlatan, c'était un peu, on va dire, le seul qui était vraiment au-dessus du lot, alors que là, t'es vraiment dans un trio d'attaque où les mecs, ils sont meilleurs que toi.
et que tu dois un peu suivre la cadence, c'est assez compliqué de s'imposer en tant que leader technique. Bah c'est peut-être là aussi qu'a été l'intelligence d'un Suarez, c'est-à-dire de se mettre un minimum en retrait, on va dire, de ces deux joueurs-là, et de se mettre à leur service, et que t'inquiète pas, en gros, si tu te mets à leur service, des ballons tu vas en avoir, des galettes tu vas en avoir, et des stats tu vas pouvoir les cumuler, tes stats. Par contre, c'est évident, si tu veux essayer de mettre toute la couverture à toi et tu veux essayer d'aller marquer les buts tout seul, bah clairement ni l'un ni l'autre vont jouer avec toi. Mais personne va y gagner. Donc, il a été intelligent de saisir cette opportunité. Maintenant, il y en a plein qui auraient pu, je te dis, la jouer forte tête et essayer de mettre la couverture à lui. Là, Suarez, il a compris et ça a été sa vraie chance. Et c'est pour ça que je te dis que pour moi, dans l'importance dans l'équipe, là, il y a véritablement débat parce que, ok, Zlatan, via le charisme qu'on vient de décrire, ok, il n'y a pas de problème. C'est évident, il se pose comme un vrai leader dans l'équipe, c'est un taulier. Par contre, de l'autre, avoir ce joueur qui est capable de, on va dire, s'acclimater et pas en demander plus et faire exactement ce qu'on attend de lui, ça montre aussi, tu vois, une certaine importance. Et peut-être que Zlatan, lui, dans sa carrière, a peut-être été moins capable, tu vois, de peut-être se mettre au service des autres. C'est ça. Après, je pense que aussi pour défendre Zlatan encore une fois, je pense que c'est plus simple de se mettre au service des autres dans le système dans lequel Suarez jouait, plutôt que Zlatan qui doit être un peu dans le rôle inverse. Et je pense que ça, en termes de stats, c'est sûr que côté Suarez, c'est mieux. Mais Zlatan, je pense qu'il a été plus dans le rôle, justement, de se mettre au service du collectif et pas l'inverse. Et pas d'attendre, pas attendre, parce que c'est pas vraiment le terme, mais plus, comment dire, plus être, Bah, en fait, comme il prenait toute la lumière, en fait, ce qu'on lui a demandé à Zlatan a fait en sorte que c'était différent d'un Suarez. Suarez, on te demande de marquer les buts, mais on te demande pas d'être la star de l'équipe. Comme on l'a dit, t'as Messi, t'as Neymar qui sont dans l'équipe. Quand on recrute Zlatan, hormis les jeunes années, à partir du moment où tu prends Zlatan, c'est parce que tu veux en faire la figure numéro 1 de ton club et de ton projet. Et donc, forcément, les attentes, elles vont être plus importantes. Donc, pour cette fameuse importance dans l'équipe, évidemment, encore une fois, je vais pas te dire, moi, que Zlatan n'était pas important dans les équipes. Mais comme on lui en a demandé beaucoup, et qu'à certains moments, on lui en a peut-être demandé trop, par exemple, demander au PSG de remporter la Ligue des Champions au bout de la première saison, bah, non, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Suarez, dans toute sa carrière, peut-être à Liverpool, quand il arrive à Liverpool, oui, il y a une attente parce que, il y a peut-être cette hype, cette hype autour de lui, c'est ça. Maintenant, il n'a pas, ça a été pour lui, ça va dans son sens, mais il n'a pas été attendu comme Zlatan a été attendu pour chacun de ses transferts. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, voilà, c'est peut-être plus simple de se rendre plus important et plus indispensable dans l'équipe quand t'es moins attendu et que à chaque contrôle raté ou mauvais match, on va te défoncer dans la presse. Parce que ça, Zlatan, il en a pris et il en a pris. Ça, il en a pris cher, bah oui. Après, ça faisait partie un peu de son personnage aussi, parce que, en tout cas, parce qu'on sait que nos journalistes en France, ils sont à l'affût de toutes les polémiques, surtout quand tu joues au PSG. Quand t'as une forte tête comme Zlatan, c'est sûr que côté médiatique et côté extra sportif, c'est sûr que tu vas t'en prendre plein la gueule. Après, Zlatan, on l'a vu, il a réussi à bien gérer la pression médiatique qu'il y avait autour de lui. Mais honnêtement, c'est pas donné à tout le monde. Alors que je pense qu'un Suarez, côté média, côté extra sportif, ça a été un petit peu moins compliqué pour lui de gérer la pression. Franchement, tu me fais une passe décisive, c'est que certes, il y en a eu moins, maintenant, c'est de sa faute aussi. Il s'est mis aussi dans tout un tas de polémiques de Evra où là pour le coup c'est des accusations de racisme qui sont posées, donc là c'est véritablement grave. Après, j'ai pas envie de te dire que c'est pas grave les histoires de morsure, mais on va dire dans la hiérarchie, je le mets en dessous, mais il s'est mis, on va dire, dans des situations où justement médiatiquement, il a pris très très cher Suarez.
Et à la différence de Zlatan, il a pas la même répartie. Tu vois, tu vois directement que lui, pour le coup, il te sortait pas 50 punchlines par interview, et que à ce moment-là, quand justement il est dans l'œil du dans l'œil du cyclone, mais clairement, il parle pas, il ferme sa bouche et on l'entend pas, et il revient au final, et il aura plus de problèmes de morsure et des problèmes extrasportifs comme ça. Mais voilà. Dans le charisme, on était obligé quand même de préciser que bon, on n'a jamais compris pourquoi il a été mordre ses adversaires. Ça, j'avoue, j'ai jamais compris. On n'aura pas la réponse. J'ai jamais compris quel était l'intérêt juste sportivement d'aller mordre ton adversaire. Tu penses que quoi, qu'il va sortir sur blessure? Après, il est pas revenu précisément sur la raison de la morsure, je crois pas, non? Non, mais je sais que le Liverpool, à ce moment-là, quand il était là-bas, avait engagé un psy pour que justement il puisse consulter et puisse arriver à mais honnêtement, il s'est jamais expliqué. D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant qu'à la fin de sa carrière, il puisse au moins revenir sur ces épisodes et nous dire mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là d'aller mordre l'adversaire en pensant que, je te dis, quoi, tu penses que le joueur il va sortir sur blessure avec la morsure? Ça ressemble à rien du tout, en fait. Surtout que le pire, en plus, je viens d'y repenser, c'est que la Coupe du Monde d'avant, c'est la Coupe du Monde 2010 où il sort le Ghana à la dernière minute en mettant la main. Je viens d'y repenser. Ah, j'ai essayé de rien dire. Mais forcément, ça ressort. Ça, c'est vrai qu'il en avait pris, mais plein la gueule. Et la Coupe du Monde d'après, il y a la morsure sur Kellini. Mais ah ouais, c'est vrai que côté médiatique, j'avais complètement zappé la main contre le Ghana. Alors, vraiment, simple question. Là, vraiment, on sort du débat. Donc, tu t'en rappelles, donc l'expulsion en 2010, l'expulsion. Donc, il fait la main, la balle doit rentrer. On est à la fin de la prolongation, la balle doit rentrer. Si il la contre pas de la main, il y a but. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu trouves que c'est un acte anti-sportif et tu dis oui, c'est normal, il prend carton rouge et c'est logique, ou est-ce que tu comprends si tu te mets à sa place? Là, c'est vraiment juste une simple question sur Franchement, je prendrais la question de 2 points de vue. Honnêtement, je sais que si je suis uruguayen et que je vois ça, je peux pas dire c'est un comportement anti-sportif, etc. C'est un mauvais geste. Je vais être le premier à sauter de ma chaise et de me dire purée, mais c'est un génie. Côté ghanéen, je vais avoir envie de le tuer. Mais honnêtement, si je devais rester impartial, ça reste un geste anti-sportif, ça c'est sûr. C'est pas un geste qui va dans le sens du foot, mais c'est un geste que je cautionne pas, mais que je comprends. Dans le sens où voilà, c'était vraiment je crois que c'était la 120e minute. Ah oui, non mais là clairement, voilà, c'est ça. On est à la toute fin de la prolongation. C'est soit, et encore, c'est encore pire pour le Ghana parce que si le Ghana passe, je crois c'est le premier pays africain à se qualifier pour les demi-finales. Pour les demi-finales. Une performance qui, je crois d'ailleurs, a été depuis réalisée par un pays. Par une certaine équipe. Je crois. Et franchement, je comprends encore plus le seum que peuvent avoir les Ghanéens, mais c'est un geste que je comprends côté uruguayen parce que voilà, c'est ton pays. C'est pas comme quand t'es en club, il y a tout un peuple qui est derrière toi, il y a toute la ferveur, etc. C'est la dernière action, tu mets pas la main, il y a but. Je pense qu'on est tous là, on est à la place de Suarez, on est tous là la main. Évidemment. Et exact. Moi, je suis totalement d'accord. Et pour ceux, alors je comprends, peut-être pour le supporter ghanéen, ok, d'accord, ok, très mal. Ça fait très mal et tu peux pas l'entendre, ok. Par contre, de l'autre côté, il y a penalty, carton rouge. Donc derrière, Asamoah Gyan, il a la possibilité doit la mettre, c'est ça. S'il la met, on parle plus de Suarez, on parle plus de rien du tout, en fait. C'est terminé. Donc après, c'est ce qui a rendu l'affaire encore plus dramatique, c'est qu'il le loupe et que ça va au penalty. Et au final, c'est les Uruguayens qui finissent par se qualifier au péno derrière. Bon, voilà. Avec la Panenka en plus. Et c'est ça, avec la Panenka pour terminer. Donc vraiment là, je pense que si t'es ghanéen ce soir-là, vraiment le sommeil, tu le trouves pas. C'est vraiment très très difficile. Et d'ailleurs, les Ghanéens s'étaient vengés à la dernière Coupe du Monde. En 2022, ouais. Ouais, en 2022, en éliminant les Uruguayens via une défaite. Ils ont éliminé eux aussi dans leur chute, ils ont éliminé aussi les Uruguayens. Mais bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse parce que c'était assez rigolo de rappeler cette anecdote là. Bon, maintenant il nous reste plus que 2 choses.
la durée du prime et la régularité. Alors, donc maintenant, sur la régularité, est-ce que tu aurais tendance à dire que Zlatan a été plus régulier que Suarez ou plutôt l'inverse? Franchement, Franchement, je pense qu'en termes de club, la balle, elle est dans le camp de Zlatan, mais moi, personnellement, je pencherais plus sur un Suarez parce que, en tant que supporter du PSG, on sait tous que Zlatan, il a manqué dans les moments clés, à cause de blessures. Il a souvent été blessé, il s'est fait les ligaments croisés. Donc, il a eu de grosses blessures. Si on prend juste les clubs, Zlatan, il est largement au-dessus. Mais en termes de régularité, Suarez, il n'a pas eu d'énormes blessures. Il a toujours répondu présent dans les grands moments, là où Zlatan n'était pas là parce que souci de blessure ou pas là. Du coup, si on parle de la sélection, je sais qu'il y avait des problèmes par rapport certaines années, il n'a pas été sélectionné ou bien qu'il n'a pas été ou la Suède, ils n'ont pas été qualifiés je crois que c'était en Coupe du Monde ou même à l'Euro. Là où un Suarez est beaucoup plus régulier. Même avec le Barça, il a enchaîné les saisons. Je crois il a fait beaucoup de saisons, il s'était pas du tout blessé. Donc pour moi, personnellement, Suarez, c'est largement plus régulier que Zlatan. bah, je pense en fait, pareil, il faut nuancer quand on précise et quand on parle de ces deux-là. Hein, c'est-à-dire que c'est deux gars qui ont 15 et plus de 15 ans et plus de 20 ans de carrière. Donc voilà, on peut pas durer à ce niveau-là si on n'a pas de régularité. Maintenant, là, on est sur du très très haut niveau et là, on juge des joueurs, on va dire un peu sur des détails. Et comme tu viens de dire, peut-être que cette approche mentale à certains moments accumulée avec des blessures, peut-être plus pour Zlatan, surtout dans la deuxième partie de sa carrière, peut-être que ça peut jouer. Après, il y a un paramètre aussi, c'est que Zlatan, son jeu fait qu'il va prendre peut-être aussi plus de coups, peut-être plus de coups qu'un Suarez. Même si pareil, Suarez a pris quand même pas mal de taquets, mais Zlatan peut-être le cherchait peut-être plus parce que un profil aussi plus dribbleur aussi, à pouvoir garder le ballon, il pouvait prendre pas mal de coups. Mais en termes de régularité, oui, c'est vrai que Suarez, c'est pas parce que je le défends, mais c'est vrai que ça a été un monstre de régularité et même les dernières saisons, c'est un joueur qui est quasiment pas blessé en fait. Bah ouais. Et donc ça, forcément, ça compte quand on en est à parler de régularité. Je pense que oui, dans cette partie-là, Zlatan, il est un tout petit peu en dessous d'un Suarez, mais on le voit bien dans plein de catégories dans ce débat. Il y en a un, c'est Suarez, il y en a un, c'est Zlatan, et donc on va arriver forcément au dernier, c'est-à-dire la durée du prime et lequel des deux a un prime, on va dire peut-être plus énorme et donc qui a été plus fort à son prime. Là, à ce moment-là, je pense que je vais te poser la question, tu vas me dire que c'est Zlatan, c'est sûr. Bah ouais, logiquement. Après, moi, personnellement, en termes de longueur du prime, je dirais Zlatan, mais en termes du fait que qui a marqué le plus dans le prime, je te dis Suarez. Parce que la saison de Suarez au Barça, l'année d'après Ligue des Champions, et même la saison où il prend la Ligue des Champions. Ouais, non, c'est très c'est dingue. Et pour moi, honnêtement, cette saison-là, pour moi, c'est la saison qui m'a vraiment fait adhérer à Suarez de ouf et pour moi, qui m'a fait dire que de son époque, ça a été le meilleur neuf. En 2015-2016. Ah oui, avant le prime de Benzema, parce qu'il y aura toujours le débat de Suarez ou de Benzema, parce que il y aura aussi Lewandowski, mais je pense qu'il est un peu moins engagé que les deux, mais Suarez, franchement, il fait partie des meilleurs neufs, si ce n'est le meilleur neuf de son époque. C'est-à-dire que malheureusement pour lui, mais Benzema a eu le même problème, c'est que ces joueurs-là ont baigné dans la période Cristiano Ronaldo, Messi, qui prenaient, on l'a bien vu sur la liste des Ballons d'Or et de tous les trophées, ils prenaient tout, ils raflaient tout. Donc pour pouvoir exister dans cette période-là pour un Luis Suarez, extrêmement compliqué. Maintenant, oui, si on venait à décerner un prix du meilleur numéro 9 chaque année, je crois que maintenant, il y a ça maintenant dans le Ballon d'Or, ils ont fait une espèce de catégorie un peu comme ça. S'il y avait ça, je te rejoins. En 2015, 2016, 2017, clairement, tu mets Luis Suarez premier parce que c'est au-dessus, d'un Lewandowski et même d'un Benzema qui, à cette époque-là, sous-performe, je trouve, parce que Cristiano Ronaldo prend toute la lumière et il faudra que Cristiano parte pour que Benzema redevienne véritablement ce joueur extraordinaire qu'on a pu voir.
Mais Suarez, c'est vrai que là où ça a été très fort, c'est d'arriver un minimum à exister dans une équipe où t'as Messi et Neymar, mais aussi dans un championnat où t'as Messi et Cristiano Ronaldo, parce que quand tu marques 40 buts la saison 2016-2017, putain, c'est 2015-2016, putain, c'est quand même sacrément costaud, tu vois ce que je veux dire? Ouais, surtout dans la période où CR7 et Messi, je crois c'est la saison où Messi met le plus Ronaldo met le plus de buts en Liga. La saison 2016-2017, si je dis pas de bêtises. Non, c'est possible. C'est soit 2014, c'est soit 2013, soit 2013-2014, soit 2016-2017. C'est une des deux. Mais, et même, j'irai encore plus loin, parce que je sais qu'à cette époque-là, parce qu'on sait que Messi et Ronaldo, c'est sur une autre planète. Mais si tu prends le numéro 3, honnêtement, quand tu prends toute la carrière, il y a beaucoup de fois Neymar qui revient dans le débat. Mais si tu prends la carrière dans son intégralité, honnêtement, Suarez, il a largement plus sa place dans ce top 3 là que Neymar. Bah, on vient de le dire, cette fameuse régularité qui même face à Zlatan peut faire gagner un Suarez. Alors forcément, logiquement, un mec comme Neymar, il peut pas rivaliser sur la régularité. La régularité, jamais. Sur le talent pur, et ça sera toujours la question, c'est à son prime, tu choisis qui? Donc à son max, tu choisis qui? Évidemment, Neymar, il pourra arriver très souvent gagnant. Par contre, si on ajoute à ça la régularité, c'est ce qu'on essaie de faire dans ce type de débat, essayer de penser un peu la régularité, les stats, et essayer d'aller un peu plus loin que juste les chiffres bruts. Bah là, Neymar, oui, forcément, il va être derrière un Suarez, parce que Suarez, c'est sur 10 ans, en fait, que le gars a été bon dans tous les clubs où il est passé et en faisant des saisons records et tout ça. Donc, voilà, maintenant, au prime, voilà, pour conclure un peu notre débat, tu restes toujours sur Zlatan, qui reste meilleur que Suarez. Ou là, en y réfléchissant, tu finis par te dire quand même que le petit ami uruguayen, il est quand même pas mal quand même. J'essaye, on sait jamais. Pour rester objectif, malgré le fait que voilà, il y a Zlatan, il a joué au PSG, et même pour revenir un petit peu sur son prime, c'est partagé parce qu'il y en a certains qui diront que son prime il était à l'Inter, d'autres au PSG. Moi, honnêtement, je pense que son prime, l'Inter, il a été très bon. Et ça a été, on va dire, les prémices de son prime, là où vraiment il explose avec le PSG. Je suis totalement d'accord. Il devient la tête d'affiche. Bon, même si personnellement, il y en a certains qui le vendent comme la légende du club. Moi, personnellement, c'est l'Uruguayen, c'est pas Suarez, c'est Cavani. Mais honnêtement, Zlatan, il fait vraiment partie de ce projet-là de faire monter le PSG en tant que club star de l'Europe, et c'est les fondations, en fait. Là, pourquoi le PSG en est là aujourd'hui? C'est en grande partie grâce à Zlatan, parce que on passe d'un club qui, voilà, était relégable il y a quelques années auparavant, et qui ensuite se qualifie en Ligue des Champions toutes les saisons, et qui a atteint le stade de quart ou huitième de finale. Après, pour parler du prime et pour comparer à Suarez, tu peux pas vraiment comparer un mec qui a un plafond de verre en quart de finale de Ligue des Champions face à un mec qui surperforme dans un club et dans une ligue, parce qu'on se rappelle que la Liga à cette période-là, c'était un peu en dessous de la première ligue, mais ça restait quand même très c'était fort. Quand même une très pendant les classicos, c'était une dinguerie. Et le mec qui surperforme en faisant ses saisons à 40 buts en prenant une Ligue des Champions, c'est vraiment pas rien. Et je pense que pour moi, Suarez, il est au-dessus en termes de prime. Parce que aussi, quand on fait le débat, généralement, on peut penser que voilà, c'est vite donné et le Suarez, il est au-dessus de Zlatan. Alors qu'en soi, le débat, il est là parce que Zlatan, il a des armes. Et on le voit bien tout à l'heure. On le voit bien tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a les trophées, la régularité, les clubs fréquentés, les buts. Et encore une fois, on le rajoutera dans la vidéo, mais il y a aussi les buts marqués, parce que il y a aussi ce côté esthétique qui était très fort chez Zlatan. C'est-à-dire que non seulement il te marque des buts qui sont sacrément importants, mais tu fais la compile des buts. Mais il y en a certains, vraiment, c'est des pièces de collection, en fait. Le retourné contre l'Angleterre, là, et voilà, on a rarement vu mieux. Ça fait partie d'un des buts les plus spectaculaires de l'histoire.
Mais comment tu peux aller mettre tes jambes aussi haut à cet endroit-là du stade? Au milieu de terrain, il claque un retourné acrobatique. Je sais même pas si on pourra revoir ça un jour. Ça ressemble à rien. Ça clairement, on peut pas. Et là où je vais te rejoindre, alors c'est normal, je suis un peu plus vieux, c'est logique. Pour avoir vraiment vu toute la carrière de Zlatan, parce que j'avais déjà une vingtaine d'années quand il a commencé, je te rejoins. Pour moi, son prime, il est pas à l'Inter. Il est pas au Milan, ni première, ni deuxième génération. Il est pas à Manchester, ni au Barça, loin de là. Il est pour moi au PSG. Quand il arrive au PSG, il allie à la fois, on va dire, son côté efficacité, comme tu viens de le dire, c'est un bulldozer, ça. Mais de l'autre côté, je trouve qu'il a une intelligence tactique qui est beaucoup plus développée que ce qu'il pouvait avoir à l'Inter ou au Milan avant, où il peut-être que comme il est peut-être mieux entouré à ce moment-là, on va dire, il prend moins cette responsabilité de faire le jeu. Là, je l'ai vu faire certaines partitions certaines parties de match avec le PSG à cette époque-là où je sais même pas s'il est 9, s'il est 10, s'il est 9,5, mais véritablement, il régale. Alors peut-être que c'est le niveau de la Ligue 1 qui était en face, qui était pas très très fort. Ok, peut-être, mais n'empêche que les matchs, on les a vus, les impressions visuelles, on les a vues. Et pour moi, son prime, il est vraiment là. Maintenant, t'as raison. Est-ce que si tu le compares à celui de Suarez, qui est du côté du Barça, dans une équipe où il cartonne tout, où il remporte titre sur titre, dans un des meilleurs championnats du monde, forcément, le clash, il est un petit peu difficile. Encore une fois, il est difficile à faire. Mais Zlatan, faut pas non plus oublier. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, pour le présenter, c'est plus de 100 buts en Liga, en Serie A, et plus de 100 buts en Ligue 1. Vraiment, c'est des performances qui sont ultra énormes. Marquer plus de 100 buts dans un championnat, il y en a certains, même dans un championnat, ils ont fait toute leur carrière dans un championnat, ils n'arrivent pas à 100 buts. Un Djibril Cissé, qui était quand même un bon joueur de Ligue 1, il s'est arrêté à 98. L'autre, il a fait 4 saisons, il en a marqué 113. C'est quand même assez fou. Donc voilà. Pour terminer maintenant, je vais te poser la dernière question. Si tu devais prendre un atout chez Suarez que Zlatan n'a pas. Si tu devais prendre une qualité, morsure. Non, en vrai, c'est compliqué parce que les deux, ils jouent au même poste et mais moi, honnêtement, c'est une qualité que Zlatan il a, mais je trouve que c'est le point fort de Suarez. C'est un tueur devant le but. Le mec, la finition, t'en trouves pas deux comme lui. Zlatan, il est bon, hein, franchement, il t'en a mis des buts et même devant le but, il a le sens du but, il a du QI foot et tout. Mais je trouve que au niveau de la finition, Suarez, c'est trop ce mec-là. Devant le but, c'est incroyable. Incroyable. Pistolero. C'est le gars il en a une ou une demi, et ben ça fera filer. Moi, si je devais choisir, pareil, hein, Suarez, il a une sacrée belle technique, mais bon, franchement, si je pouvais prendre à la place de Suarez, je pouvais prendre la technique de Zlatan, je pense que là, moi, tu fais un monstre ultime. Là, tu fais un gars qui est impossible à passer. Après, physiquement, il y a le physique aussi. Il est grand, etc. Il a fait beaucoup de taekwondo, etc. Parce qu'il te met des buts, c'est du kung fu, le truc. Vraiment, c'est ça. Et je pense, pour terminer vraiment, c'est aussi important de le préciser, c'est que, ok, peut-être qu'on pourra trouver des joueurs peut-être plus techniques que Zlatan, mais avec ce gabarit-là, avec cette taille-là, et on va dire ces appuis-là, cette réactivité-là, cette vivacité-là, honnêtement, je suis pas sûr qu'on en retrouvera. Et même un Haaland, qui est très très fort, et peut-être qui marquera peut-être plus de buts qu'un Zlatan, il a pas la moitié de la technique d'un Zlatan. Bah ouais. Tu vois? Bah, c'est sûr. C'est pour ça que Zlatan, il est aussi un peu un côté inclassable. C'est-à-dire que, ok, c'est un 9, physique, tout ce que tu veux, mais à ça, je te dis, t'ajoutes une technique et en plus un tempérament un peu joueur en plus. Tu vois, c'est pas juste il est un peu technique, mais il aime bien s'amuser, claquer un petit pont, claquer une aile de pigeon, Et sur ça, non, j'avoue que ce gars-là, il mérite quand même de rester dans les mémoires parce que bien sûr, un attaquant de ce niveau-là, voilà. Mais on l'a dit, on n'en verra pas deux comme lui. Ah non, voilà, on en verra un Zlatan. J'espère en voir un
très rapidement, mais je pense que on va passer plusieurs années sans avoir de profil similaire. Parce que comme on l'a dit, même à Haaland, voilà. C'est compliqué, hein. Haaland, il est pas aussi technique que c'est pas Haaland qui va te mettre des retournées du milieu de terrain. Non. Parce que déjà, je suis pas sûr que Haaland navigue beaucoup dans cette partie, navigue beaucoup dans cette partie du terrain. Je suis assez d'accord. Bon, je te remercie, Reda. Merci, mon copain. Avec plaisir. Merci d'avoir participé à son prime Tu choisis qui. Donc, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous si vous êtes plutôt Team Zlatan ou Team Luis Suarez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas aussi qu'on est dispo en podcast. Chaque émission est dispo en podcast dans la foulée. Et puis surtout, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé est là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je rappelle Léao du Milan. C'est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann et c'est pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Guigui, il fait pas partie des légendes du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la pinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Binassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.